Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du samedi 1er février 2025. Dans les actualités de ce jour, l'installation du site de confinement des boues de curage issu du canal C3 à Yarnarive dans le district d'Amboujachim a bénéficié d'une permis environnementale en bonne et due forme. Des analyses ont également été effectuées permettant de rassurer la population mais également de faire un suivi pointu de la qualité de l'eau selon les informations. Les techniciens du projet ont rencontré ce vendredi les habitants de la municipalité d'Yarnarive et à noter que les travaux de curage du canal C3 ont déjà commencé. Plus de détails avec Anna Martina, c'est Sylvain et Sitch Angianap. Le site de confinement des boues de curage issu du canal C3 est installé à Yarnarive dans le district d'Amboujachim. Un site spécial qui a été créé dans le cadre du projet Produire, ou projet de développement urbain intégré et de résilience. Les travaux de curage du canal C3 sont actuellement en cours. Et hier, les techniciens du projet ont rencontré la population d'Yarnarive concernée par cette infrastructure. Cette commune bénéficiera de nombreuses infrastructures pour son développement à travers ce projet. Cette visite du site de confinement d'aujourd'hui a permis de mieux connaître le projet et de mieux comprendre le processus en cours. L'objectif est toujours d'apporter un bien-être aux communautés et la réalisation de pistes rurales, le raccordement au réseau d'électricité ou encore l'appui dans les questions foncières font partie des appuis de Produire pour la commune de Yarnarive, selon les explications. Le prélèvement a été effectué contradictoirement avec l'entreprise, la maîtrise d'œuvre sociale et institutionnelle, la mission de contrôle et le propriétaire. Des essais in situ ont été faits et d'autres en laboratoire en suivant la méthode d'analyse du Centre d'expertise environnementale de Québec. La valeur initiale de la demande biologique en oxygène pour tous les échantillons est sensiblement supérieure à 5 ppm ou parties par million, ce qui est caractéristique d'une eau non polluée. Ainsi, l'ensemble des paramètres est conforme à la norme pour tous les échantillons et les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques sont conformes aux normes de potabilité. Une analyse de la qualité de l'eau sera effectuée toutes les quinzaines et nous serons très regardants sur l'ensemble de divers paramètres, a déclaré l'ingénieur de contrôle au sein de la mission de contrôle. Dans la partie ouest du pays, le grand amphithéâtre de la solidarité de l'université de Mahajang, pouvant accueillir jusqu'à 700 étudiants, a été officiellement inauguré ce vendredi 31 janvier. Lors de cette cérémonie d'inauguration, la ministre de tutelle a souligné que le MESUPRES est le seul ministère qui peut lancer de nouvelles constructions en 2025. Cette décision démontre l'importance que le président de la République accorde à l'enseignement supérieur et à la formation des jeunes générations. Plus de détails avec Naté Rakoutumav. L'université de Mahajang accueille jusqu'à 13 000 étudiants cette année universitaire. Cependant, les infrastructures ne suffisent pas car les besoins augmentent chaque année. Ainsi, ce grand amphithéâtre de la solidarité au sein de l'université de Mahajang que tous les étudiants peuvent utiliser répond pleinement aux besoins de l'université. Ce nouveau bâtiment moderne, d'une capacité d'accueil de 500 à 700 étudiants, a été officiellement inauguré le 31 janvier 2025 par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Lula Chamina. Cet amphithéâtre témoigne de l'engagement du gouvernement et de la présidence de l'université de Mahajang à offrir des infrastructures adaptées et modernes aux étudiants. L'université de Mahajang, encore dans sa phase de développement, regroupe 3 facultés, à savoir l'Institut d'Odontostomatologie tropicale de Madagascar, la faculté de sciences et la faculté de médecine. Dorénavant, elle connaît une expansion rapide avec 18 institutions de formation, incluant des facultés, écoles, instituts et écoles doctorales, représentant environ 13 000 étudiants. Cette croissance est accompagnée par un personnel composé de 207 enseignants et de 560 membres du personnel administratif et technique. En tourisme, ce jour marque les 190 ans de l'abolition de l'esclave à Maurice. De nombreux sites historiques témoignent encore de cette période, notamment le musée intercontinental de l'esclavage et le jardin de Pamplemousse que nous allons découvrir avec Fanjassena Mireille et Yves Janel dans ce reportage. Le musée intercontinental de l'esclavage se trouve à Port-Louis, capitale de l'île Maurice. Depuis son ouverture en septembre 2023, le musée a accueilli 23 000 visiteurs.
Auparavant, ce lieu était un hôpital militaire et aujourd'hui, il est devenu un musée retraçant l'histoire de l'esclavage ainsi que la lutte pour la liberté. L'une des figures mises en lumière dans ce musée est Elisabeth, née à Madagascar et décédée à Maurice. Madagascar, déjà, on peut présenter pour cette salle, on présente le témoignage de la famille Elisabeth. La famille Elisabeth, eux qui ont décidé de faire des recherches avec la commission Vérité et Justice de 2009, ils ont décidé de faire des recherches sur leurs ancêtres. Ils ont découvert que c'était Elisabeth, elle est née à Madagascar, elle est arrivée à Maurice en tant qu'Africain libéré, elle est morte ici à Maurice, mais ce qu'ils ont découvert aussi, c'est qu'à un moment de l'histoire, Elisabeth avait 2 arpents de terrain qui n'étaient pas en possession de la famille. Donc là, c'est avec beaucoup d'années de lutte, de combat qu'ils ont pu mettre leur nom de propriété sur ces terrains. Et quand on parle de Madagascar, avec le musée, c'est surtout ceux qui étaient venus en tant qu'Africains libérés ou sinon en tant qu'esclavés. Ils ont été capturés, forcés à entrer dans ce système de l'esclavage. Quand on parle de Madagascar, on parle aussi des marrons, parce que les marrons, c'était ceux plus précisément de Madagascar, parce que eux, ils savaient que Madagascar était à proximité de Maurice, donc ils prenaient ce risque de s'enfuir, par exemple de voler les bateaux des propriétaires pour retourner vers leur pays d'origine, ou sinon ils se cachaient dans les forêts, dans les grottes des montagnes. Donc là, d'où à Maurice on a eu l'héritage marron, mais aussi il y avait d'autres marrons, donc d'autres, surtout d'Afrique aussi, mais c'était surtout ceux de Madagascar qui ont insisté vraiment ce type de s'enfuir, de prendre ce risque et de se cacher vraiment pour avoir cette liberté. Les liens historiques entre Maurice et Madagascar, dans le contexte de l'esclavage, sont profonds. Les premiers esclavages arrivés à Maurice étaient malgaches et les premiers à fuir étaient bien sûr des malgaches. Ce phénomène était connu sous le nom de marronnage. Durant la première période de la colonisation française, la majorité des esclaves à Maurice étaient malgaches. Toutefois, les colons ont ensuite préféré les Mozambicains, jugés plus forts. Et les premiers qui sont arrivés à Maurice, c'était les Malgaches, et les premiers à fuir ce système étaient effectivement les Malgaches. Donc on a appelé cela le marronnage, c'est-à-dire les personnes mises en esclavage, forcées en esclavage, qui n'ont pas accepté cette destinée et qui ont décidé de fuir ce système. Alors, ce qui est particulier, c'est que durant la première partie de la colonisation française, une grande majorité des esclavés, donc ceux forcés en esclavage, étaient malgaches. Mais par la suite, les colons français, les esclavagistes français, ont préféré les esclavés venant du Mozambique. Pourquoi? Parce que génétiquement, les Mozambicains sont plus forts, sont plus grands, sont mieux bâtis. Donc, ils ont préféré les Mozambicains. Mais n'empêche, la population de Maurice aujourd'hui est une population très hybride, très multiculturelle. Nous avons en nous à la fois un peu de Madagascar et un peu de Mozambique aussi. Donc, le lien historique entre l'île Maurice et Mozambique et Madagascar. Autre site emblématique de l'île Maurice, le jardin de Pamplemousse, qui abrite environ 600 espèces végétales. Historiquement, les esclaves étaient chargés de l'entretien des plantes importées sur l'île. On voit ici certaines espèces importées de Madagascar, comme les palmiers. Le 1er février 1835 marque l'abolition de l'esclavage à l'île Maurice. Ainsi, une cérémonie commémorative est organisée chaque année pour honorer cette date. Ensuite, 1000 jeunes plantes ont été mises en terre aujourd'hui au niveau de la nouvelle ville d'Adamasouange à Imirtiatousk par les employés du secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, renforçant le nombre d'arbustes déjà plantés l'année dernière par l'État malagasy. Ils ont aussi profité de l'occasion pour les entretenir. Rappelons que 30% des espaces au niveau du projet Tadamasouange seront dédiés aux espaces verts. Nadir Ragotmaouf sur les images de Nzar Ranjiansu. Une nouvelle ville ordonnée et soucieuse de l'environnement, telle sera la nouvelle ville Tadamasouange à Imirtiatousk, qui est un projet présidentiel. 30% de la superficie de cette nouvelle ville seront ainsi dédiés aux espaces verts et cela a déjà commencé à travers le reboisement national initié par l'État malagasy l'an dernier et renforcé par le reboisement effectué aujourd'hui par tous les employés du SENVH. Ces espaces verts comprennent les jardins publics mais aussi les jardins privés qui seront obligatoirement installés dans chaque résidence.
Le plus important, c'est aussi l'espace vert au niveau du belvédère, qui sera un espace vert de Tanamaçonge avec des jardins, mais aussi une sorte de parc d'attractions. Le but est que Tanamaçonge soit une ville moderne et écologique, affirme le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Andjiamonouissou, durant ce reboisement. Si le SENVH commence avec les espaces verts de la nouvelle ville Tanamaçonge, d'autres travaux sont déjà en cours en parallèle, notamment la construction du cité ministériel regroupant tous les bureaux administratifs étatiques. Celui du ministère de la Communication est déjà construit, si celui du ministère de la Sécurité publique débute, selon le ministre. Il y aura également un bâtiment pour la souveraineté nationale où se trouvera le ministère des Affaires étrangères malagasy. 1000 jeunes plants ont été mis en terre par le SENVH à Tanamaçonge et Mirtsatusk aujourd'hui. Le ministre affirme que des entretiens périodiques seront effectués pour ces plantes. Toujours dans ce même sujet, la dégradation de l'environnement entraîne des effets néfastes sur la santé, a déclaré le ministre de la Santé publique. C'est la raison pour laquelle il encourage les citoyens à procéder au reboisement et à protéger l'environnement. La grande famille du ministère de la Santé publique a effectué un reboisement hier à Massinjay. Radou Ramanazatouf nous en dit plus. La dégradation de l'environnement est l'une des raisons de l'augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies respiratoires actuellement. Raison de l'importance de la protection de l'environnement, d'après le ministre de la Santé publique. Ce dernier a ainsi exhorté tout un chacun à accomplir son devoir en tant que citoyen en participant au reboisement. Le ministre a rappelé que le reboisement est un acte noble qui constitue une pierre à l'édifice de l'avenir des générations futures. Cette action entre dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement malgache à reverdir le pays. À cet effet, le ministère de la Santé publique a effectué du reboisement dans le Foukountan d'Ivoire, commune de Massinjay, ce vendredi. Un reboisement auquel ont participé les différents partenaires du ministère, les directions régionales et les systèmes sous l'égide du ministère de la Santé publique. Ensuite, dans la partie sud du pays, la réhabilitation de la digue de Kiembe dans la ville de Touliyar avance normalement. En effet, les travaux sont actuellement achevés à 70%, reliant plusieurs régions. Cette route favorisera le développement économique dans cette localité. Reportage. 70% des travaux de réhabilitation de la digue de Kiembe, longue de 5 km, sont achevés actuellement, d'après le ministre des Travaux publics, Richard Rafidson, lors de sa visite de cette fois rapide dans la ville de Touliyar ce week-end. Cette digue présente plusieurs avantages. Non seulement elle va réduire les embouteillages dans cette ville, mais elle contribuera aussi à protéger les quartiers bas de Mahavatse et de Kiembe, qui sont la plupart du temps sujets aux inondations causées par les fortes marées et les pluies abondantes. Cette route qui relie l'aéroport, le port de Touliyar, la ville et la RN7 devrait réduire la durée du trajet et les coûts des transports y afférents. Par ailleurs, elle contribuera à favoriser le développement économique de la région en désenclavant et en améliorant la productivité par la mise en valeur de vastes zones agricoles qui produisent d'énormes potentialités non encore exploitées et en développant les échanges et l'accroissement des activités économiques, tant commerciales, agricoles qu'industrielles. La réalisation de cette infrastructure est financée par la Banque européenne d'investissement, ou BEI, à hauteur de 40 millions d'euros. Les travaux sont prévus se terminer avant la fin de cette année. Dans un tout autre sujet, les joueurs de rugby issus des bas quartiers des 6 arrondissements de la capitale n'accepteront plus d'être instrumentalisés politiquement d'après l'association FTMRF6. Ils ont également lancé un appel à tous les citoyens de ne plus accepter d'être instrumentalisés par les politiciens pour semer le trouble dans le pays. Plus de détails avec Radou Ramanazatouf sur les images de Anzar Radzonarville. Le fait de semer du trouble dans le pays n'est pas acceptable, déclarent les joueurs de rugby issus des bas quartiers ce jeudi. Les amateurs de sport ne doivent plus être instrumentalisés politiquement, poursuivent-ils. L'association FTMRF6, qui regroupe les joueurs de rugby issus des 6 arrondissements de la capitale, ont effectué une assemblée générale jeudi dernier au sein de l'ANS Impefilou. La présentation de vœux en cette nouvelle année entre tous les membres s'est tenue également lors de cette occasion. L'association a choisi comme parrain le général Angelo Rakoutenirine, le préfet d'Antananarivo, qui est également venu assister à cette assemblée.
Cette rencontre a pour but de renforcer la solidarité entre tous les membres de l'association FTM-RF6 ainsi que tous les joueurs de rugby de la capitale. Place maintenant aux actualités internationales. Destination États-Unis. Le monde du patinage a exprimé sa tristesse jeudi après le crash d'un avion de ligne qui transportait 64 passagers, parmi lesquels le couple de patineurs artistiques russes Evgenia Shishkova et Vadim Nomov, champion du monde en 1994. France 24. C'est l'une des pires catastrophes aériennes qu'aient connues les États-Unis depuis le début des années 2000. 67 personnes à bord d'un avion American Airlines et d'un hélicoptère de l'armée ont été tuées dans une collision en plein vol. Parmi les victimes, 2 adolescents, des athlètes du club de patinage de Boston, Gina Ann, 13 ans, et Spencer Lane, 16 ans. Tous les deux étaient accompagnés de leur mère et 2 entraîneurs du club, anciens champions du monde. Cela aura des répercussions à long terme pour notre communauté de patineurs. Les 2 entraîneurs, Evgenia Shishkova et Vadim Nomov, des entraîneurs de premier plan, étaient les champions du monde de patinage en couple de 1994. Ils sont venus chez nous en 2017 et ont joué un rôle important dans la construction du programme de patinage de compétition ici, au club de patinage de Boston. 14 membres de la communauté américaine du patinage ont perdu la vie dans ce crash. À l'image de bien d'autres, Sébastien Coe, membre du comité international olympique, a exprimé ses condoléances à toutes les victimes de l'accident. Je suis conscient de l'ampleur des pertes humaines, mais je suis également conscient qu'il y avait des athlètes olympiques et des familles d'athlètes dans ce vol terrible. Au nom de l'ensemble de l'athlétisme mondial, je sais que je peux dire que nos pensées, nos prières vont à toutes les familles et à tous ces amis qui ont subi une perte si douloureuse. Les membres de la communauté du patinage américain qui sont décédés avaient participé à un camp d'entraînement à Wichita au Kansas après les championnats nationaux de la semaine dernière. Ensuite, en France, des inondations dans l'ouest du pays. 3 départements en vigilance rouge. Le pic de crue pourrait être moindre que redouté jusqu'alors à Redon, en Ille-et-Vilaine, département qui reste toutefois en vigilance rouge, tout comme le Morbihan et la Loire-Atlantique. France 4. Au milieu des rues submergées de Redon, les pompiers fendent le silence. À bord de leur aéroglisseur, ils sillonnent le quartier. Leur mission, s'assurer que les sinistrés ne s'engagent pas dans des zones dangereuses. Le risque, c'est surtout pour les gens qui s'aventurent en milieu urbain comme ça. Il y a les phénomènes de levage des plaques d'égout. Ils n'ont aucune visibilité, l'eau elle est pas propre, donc le risque c'est de tomber dans ces zones-là. L'eau a tout recouvert, jusqu'à plus d'1 mètre par endroit. L'électricité a été coupée et quasiment toutes les maisons évacuées. Mais une habitante refuse toujours de quitter son domicile, pourtant devenu inaccessible. Ils viennent prendre de ses nouvelles. De toute façon, tous les jours, on sera là. On va toujours être là, mais si jamais vous avez un besoin... On fera la navette. Ouais. Plus au nord, à Guy-Primessac, les forces de l'ordre aussi sont en première ligne. Ces CRS sont venus en renfort de Bordeaux pour protéger ces maisons abandonnées. Ils vérifient si les habitations n'ont pas été... cambriolés, si quelqu'un n'est pas intervenu dedans ou s'il n'y a pas des rôdeurs dans le secteur pour les faire fuir. Une présence rassurante pour les riverains, partis dans l'urgence en laissant tout derrière eux. On sait que les malfaisants, si je puis dire, vont quand même être, s'il y en a, plus vigilants parce que cette présence, elle est très rassurante pour le quartier. Oui, on peut leur dire merci. Mais à la nuit tombée, les patrouilles devront s'arrêter. Impossible pour les policiers de naviguer faute de visibilité. Le quartier ne sera plus surveillé, un moment que redoute ce riverain. Dans la journée, il faudrait gonfler quand même, il y a des policiers un peu partout, des gendarmes, etc. Ça serait étonnant que ça se produise, mais dans la nuit, alors là, c'est plus ouvert. Au bord de la Vilaine, la ville de Redon retient son souffle, alors que le pic de la crue ne semble toujours pas atteint. Et le Hamas a libéré samedi 2 otages qu'il retenait depuis le 7 octobre 2023 dans le franco-israélien Ofer Calderon dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Reportage signé France 24.
Christopher Calderon, le franco-israélien, et de Yarden Bibas. Alors on sait qu'à l'heure actuelle, ils sont dans les véhicules de la Croix-Rouge, direction Israël. Avant d'arriver en Israël, on sait que l'armée, les troupes, les forces israéliennes qui se trouvent encore à Gaza vont les escorter jusqu'à la frontière entre la bande de Gaza et entre Israël. Alors lors de cette libération, on a vu que ces deux otages étaient en tenue civile. Ça s'est passé à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Cette libération s'est passée dans le calme, contrairement, rappelez-vous, aux images que l'on a pu voir lors de la libération d'Arbel Yehoud et de Gadi Moses jeudi, et des 5 Thaïlandais, où Khan Younes, c'était une libération chaotique, où le djihad islamique avait essayé de gérer à peu près, mais ça a été vraiment... Quand on voyait ces images, tout le monde se demandait ici, on était là, et tout le monde, les gens sifflaient, avaient peur également pour les otages. On a vu d'ailleurs des images d'Arbel Yehoud terrifié avec cette foule autour d'elle. Et là, cette fois, le Hamas a pris la main, puisque je rappelle que Arbel Yehoud était entre les mains du djihad islamique. Et c'est pour ça aussi que jeudi, cette libération était aussi chaotique. Donc cette fois, c'est le Hamas qui a tout pris en charge. Et on a pu le voir, une libération donc dans le calme. Encore une fois, ils étaient en tenue civile, contrairement à samedi dernier, où les 4 soldats ont été libérés et elles étaient en tenue militaire. Alors ça se passe, comme je dis, dans 2 lieux différents. À Khan Younes, donc pour ces 2 otages, Ofer Calderon, et pour Yarden Bibas. Et un peu plus tard, normalement dans les prochaines minutes, eh bien c'est Keith Siegel, un américano-israélien, qui lui va être libéré cette fois dans le nord de la bande de Gaza. D'après les images et d'après ce qu'il est dit, tout se passe au niveau du port de Gaza, qui a aussi été en partie détruit. Je rappelle également que Yarden Bibas, vous savez, c'est le père d'Ariel et de Kfir Bibas, et le mari de Shiri Bibas. On est toujours sans nouvelles d'eux. Ici, c'est une famille qui est un symbole, puisque Kfir Bibas était le plus jeune otage à avoir été pris en otage par le Hamas le 7 octobre dernier. À l'époque, il avait 9 mois. Alors, il faut se rappeler, quand nous étions là en novembre 2023, lorsqu'il y avait eu la première trêve, une vidéo avait été diffusée de Yarden Bibas qui apprenait, une vidéo du Hamas qui apprenait que sa femme et ses 2 enfants étaient décédés. Mais depuis, aucune nouvelle, aucun signe de vie n'a été donné de Shiri, de Kfir et d'Ariel, et Israël n'a jamais confirmé s'ils étaient morts ou vivants. Alors ici, quand on parle avec les gens continuent à dire qu'ils veulent garder espoir, mais il est vrai que selon ce qu'il est en train de se passer, et si l'on suit une certaine logique, dans l'accord, normalement, était prévu que les femmes et les enfants soient d'abord libérés. Quand on sait qu'aujourd'hui, ce sont 3 hommes qui sont libérés, il est probable de penser que ce qu'avait annoncé le Hamas à travers cette vidéo serait sans doute vrai, mais il faut bien sûr continuer à rester extrêmement prudent tant qu'Israël n'a pas fait de confirmation officielle. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.